Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode captivant de la saison 2 de notre podcast Ce n'est pas toujours si évident. Cet épisode est fièrement sponsorisé par ThinkPub, la régie publicitaire, et produit en partenariat avec Urban FM 104.5, la station urbaine. Pour mémoire, notre podcast donne la parole à des experts qui nous éclairent sur des sujets spécifiques, démystifient des informations et éliminent toute déformation qui pourrait altérer notre compréhension d'une situation donnée. Vous pouvez écouter ce podcast sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcasts ainsi que sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Cette semaine, je vous invite à parler de communication. Vous vous souvenez de l'adage qui dit « qui se conçoit bien, s'énonce clairement et les mots pour le dire sortent aisément ». En vrai, cette expression signifie que lorsqu'une idée est bien comprise et clairement conceptualisée dans l'esprit de celui qui communique, il sera plus facile d'exprimer cette idée de manière claire, précise et fluide. En d'autres termes, une pensée bien structurée et clairement formulée dans l'esprit du locuteur facilite l'expression verbale, permettant donc une communication efficace. Ramenons cette expression au niveau de la communication d'une organisation, d'une entreprise, d'une entité, c'est selon. Utilisée dans le cadre de la structuration de la communication d'une organisation, cette expression pourrait être interprétée comme la nécessité, pour la dite organisation, d'avoir une stratégie de communication bien conçue et clairement définie. Cela implique que les objectifs, les valeurs, les messages clés et les informations à transmettre soient parfaitement compris et intégrés au sein de l'organisation. Ce qui nous ramène donc à la nécessité de l'organisation du système de communication d'une organisation et plus précisément à l'importance, voire l'urgence de la gestion de son image. Venez avec moi. Aujourd'hui, je vous emmène discuter avec un responsable d'agence de communication pour bien comprendre de quoi il s'agit. Bonjour Monsieur Akoma, comment allez-vous? Bonjour Gina, ça va bien et toi? Ça va bien. Alors, je vais te tutoyer parce que, comme a dit l'un de mes invités, écoute, Gina, on ne va pas faire semblant. On se connaît, donc on ne va pas faire semblant. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je pense que depuis que je fais de la radio, c'est la première fois que je t'aurai au micro d'une de mes émissions. Je me sens toute joyeuse et toute honorée. Merci de m'avoir accordé un petit temps. Ivanov, qu'on est reconnaissant. Alors, Nelson, je voulais te demander comment et pourquoi décide-t-on de créer son entreprise et pour ton cas précis, comment et pourquoi décides-tu à cette période de ta vie de créer ta propre agence de communication parce que tu en as une? Écoute, ça part de mon parcours. Je vais faire mon parcours succinctement. J'ai eu le bac au lycée Léon Mba, un bac littéraire. Après, j'ai fait des études de communication. J'ai fait un BTS communication des entreprises. J'ai fait un bachelor communication, option marketing. Je suis rentré au Gabon en 2013. J'ai travaillé dans une agence de communication, Affinité Macan, pour ne pas la citer. Et puis, chemin faisant, je me suis rendu compte de l'urgence pour les entreprises de communiquer, parce que ce n'est pas toujours le cas. Jusqu'à présent, ce n'est toujours pas le cas. Donc, j'ai juste ressenti le besoin de me lancer. Parce que comme je travaillais à Affinité Macan, comme je dis, j'étais sujet à la vision de mon dirigeant. Et je trouvais que le dirigeant n'était pas forcément en phase. J'étais pas forcément en phase avec la vision du dirigeant, mais pourtant on avait la même vision, on va dire ça comme ça. Étais-tu un contestataire? Non, pas du tout. Il n'y a pas eu de clash, c'était juste mon approche du client. Et donc, quand on discutait, c'était une femme, en fait. Ma directrice était, on va dire, très traditionnaliste. Et puis, moi, j'étais, on va dire, un peu plus avant-gardiste. Donc, et en discutant avec les clients, c'était un peu compliqué. Et je me suis dit qu'il fallait que je donne mes orientations à mes clients pour qu'on arrive à un résultat. Le résultat que j'attendais et qu'ils attendaient aussi, j'espère. Et c'est ce qui m'a amené justement à créer mon agence de com. Donc, je suis un pur produit de communication. Donc, c'était fatalement l'atterrissage, quoi. C'était directement l'issue, enfin, je veux dire prévue, mais aussi parce que je pense, tu vois,
à cette période-là, je pense que tu vois qu'il y a un besoin. Il y a un gros besoin dans le marché parce qu'à Libreville, dès qu'on met agence de communication sur Google ou, je sais pas, entreprise de communication, il y en a des masses. Hein. C'est-à-dire que quand toi, tu commences toi, tu décides de créer ton entreprise, qu'est-ce que tu te disais que tu allais apporter de nouveau sur le marché? Un marché qui, comme je venais de le dire, semble un peu déjà saturé en termes d'agence de communication. Ouais, très bien. OK, comme tu as dit, si on tape agence de communication sur Internet, il y en a beaucoup. Oui, on a beaucoup, OK. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la communication, c'est vaste. C'est-à-dire, organisation d'événements, c'est de la communication. Donc, il y a des entreprises événementielles. Il y a des gens qui disent agence de communication parce qu'ils impriment des cartes de visite. Oui. Il y a des gens qui disent agence de communication parce qu'ils font des photos. Oui. Il y a des gens qui... Donc, après, c'est pas à moi de juger, de déterminer, mais moi, mon agence de communication, essentiellement, elle est basée sur la stratégie de communication. Comme j'ai dit, je suis un pur produit communication. J'ai rien fait d'autre. Et donc, moi, je fais de la stratégie. Je fais du B2B, B2C, donc business to business Consumer. et business to consumer. Donc, je fais du B2B et du B2C. En quoi consiste, en fait, la stratégie? Non, on arrive à la stratégie de communication. On va laisser, c'est moi qui te coupe, désolé. Par contre, j'ai envie qu'on revienne à quelque chose. Pendant que tu étais en train de répondre à la première question, j'ai entendu communicant. Alors, on entend beaucoup communicateur et communicant. Pour que ce soit du coup clair pour tout le monde, pour toutes les personnes qui nous écoutent, quelle est la différence entre un communicant et un communicateur? Si différence il y a, bien sûr. OK, si les deux mots existent, c'est qu'il y a une différence. Le communicant, c'est un produit du métier de la communication. Le communicateur, c'est une personne qui connaît les techniques, qui est à l'aise avec les techniques de communication. C'est-à-dire, par exemple, on pourrait dire de quelqu'un que c'est un bon communicateur au lieu de dire c'est un bon orateur. Donc, quelqu'un qui s'exprime bien, qui passe bien à la télé. On a eu des exemples comme ça dans les gouvernements précédents, des gens qui parlaient bien, qu'on trouvait... Voilà, ça, ce sont des communicateurs. C'est quelqu'un qui est à l'aise avec la communication, quelqu'un qui s'exprime bien, qui parle bien, qui... Donc, les animateurs radio, les journalistes et toutes ces personnes-là, c'est des communicateurs. Voilà. D'accord. Maintenant, le communicant, c'est un gars du métier qui qui connaît les techniques pour communiquer. Un communicant n'est pas forcément un bon communicateur. Parce qu'il y a des communicants qui sont en back-office, qui va développer et déployer la stratégie pour son client, on va dire ça comme ça. Et le client peut être meilleur orateur que le communicant. Donc le communicant, c'est celui qui est du métier, et le communicateur, c'est celui qui sait utiliser les outils, en fait. Donc c'est quelqu'un ce serait plus... Après, on pourrait regarder le dictionnaire, mais c'est quelqu'un, voilà, on peut regarder le dictionnaire, mais sinon, c'est quelqu'un qui s'exprime bien, en fait, qui communique bien, quelqu'un qui est à l'aise avec les gens et qui a la communication facile. OK. Ben, du coup, on va revenir au point que tu abordais tout à l'heure et que j'ai du coup coupé. Tu as dit que toi, dans ta formation de communication, parce que c'est ce que tu as fait et c'est ce que tu maîtrises le plus, toi, tu définis et tu conçois la stratégie de communication des clients. On en entend beaucoup parler dès que quelqu'un veut communiquer, et ainsi de suite, ou qu'on rencontre une entreprise qui a un besoin pour mettre en avant ses produits. On parle beaucoup de stratégie de communication. Il s'agit de quoi exactement? OK. Je vais pas faire sortir l'étude de cas, mais je vais parler avec des mots un peu simples. C'est-à-dire, on va prendre une entreprise, j'ai pas envie de donner les noms, sinon je fais de la publicité gratuite. On va prendre une entreprise. Tu peux citer Urban FM. OK. Urban FM a pour ambition d'être la radio numéro 1 chez les jeunes, par exemple. Nous sommes déjà la radio numéro 1. Non, je suis dans mon exemple. OK. Urban FM a pour ambition d'être la radio numéro 1 chez les jeunes. Urban FM appelle mon agence, Upgrade by Yandex Solutions, c'est le nom de mon entreprise. Donc, Urban FM appelle mon entreprise. Urban FM me dit, on veut être la radio numéro 1 chez les jeunes. Ce que moi, je vais faire une stratégie de communication pour que Urban FM atteigne ses objectifs. Pour faire une stratégie de communication, il faut connaître l'environnement dans lequel évolue le client. Il faut connaître les cibles du client, il faut avoir un positionnement et savoir comment
le client est perçu à l'extérieur pour pouvoir mettre en place des outils qui vont aider les prospects ou les clients, je ne sais pas comment les appeler, à adhérer à Urban FM pour qu'au final, Urban FM atteigne son objectif qui est être radio numéro 1 chez les jeunes. Je vais prendre un autre exemple parce que Urban FM, c'est un peu plus technique. Je vais prendre une banque. Non, ou je vais prendre opérateur de téléphonie mobile. Ou un vendeur d'assurance. Ok, on va prendre genre un vendeur d'assurance ou opérateur de téléphonie mobile ou machin. On va dire que ceux-là, c'est un peu pareil. Vous voyez, par exemple, dans la rue, en ville, vous voyez un panneau d'affichage de maison de téléphonie mobile ou vendeur d'assurance. Pour créer le visuel est le résultat, en fait, d'une stratégie et ça doit s'incorporer, en fait, dans un cheminement. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. En fait, quand tu dis pour créer le visuel, c'est-à-dire ce que les gens voient beaucoup là, les flyers, les dessins, les affiches, comme on les appelle couramment, que les gens voient, c'est ça que tu appelles le visuel. Oui. D'accord. Maintenant, là, je parle en personne du terrain. Les flyers sont souvent pas faits par des agences de communication. En général, c'est pas fait par les agences de communication. Parce que sur les flyers, il y a même des banderoles, il y a des événements, il y a des banderoles. C'est pas fait par les agences de communication. Ça devrait être le cas. Donc, je vais prendre les affiches qui sont en ville, les 4x3, qui sont sur les panneaux, les panneaux à l'aéroport. Les panneaux de l'entreprise d'affichage voilà. Que nous tous on connaît là. Exactement. Les visuels qui sont dessus sont, pour à 99% des cas, des résultats du travail des agences de communication. Les autres visuels qu'il y a dans la ville, je ne peux pas en être garant. Donc, pour ces entreprises-là, pour arriver au visuel, donc, qui est sur le 4x3, c'est la dimension du panneau, 4x3, 4 mètres par 3 mètres. Donc, pour arriver à ce visuel-là, il faut une stratégie en amont. La stratégie en amont fait que le visuel est un élément qui va concourir à atteindre l'objectif qui est, je vais prendre l'exemple d'Urban FM encore, être la radio numéro 1 chez les jeunes. Donc, le visuel qui est là n'est pas hasardeux, c'est pas anodin. Voilà. Il n'est pas anodin, il n'est pas hasardeux. D'accord. C'est-à-dire que les éléments qu'il y a dessus répondent à une problématique. Parce que pour faire la stratégie, on a une problématique. Et donc, en fait, chaque élément qu'on sort doit répondre à cette problématique. Et comme la problématique est diverse, il y a des problèmes, par exemple, liés à l'image. Sur le visuel, on aura un élément de réponse lié à l'image. On aura un problème, par exemple, peut-être de prix. Il y aura un élément qui sera lié au prix. On aura un problème de ciblage. On veut, par exemple, toucher la femme au foyer. On aura un élément qui ramène la femme au foyer. On veut toucher des institutions. On aura un élément qui dit que... Voilà. Donc, en fait, c'est un peu ça. Du coup, on comprend que lorsque les entreprises veulent atteindre leurs objectifs, si je résume bien, lorsque les entreprises veulent atteindre leurs objectifs, elles font souvent appel ou elles mettent souvent en place, ou elles appellent quelqu'un qui va mettre en place une stratégie de communication pour leur permettre d'atteindre cet objectif. Cependant, il y a des entreprises qui considèrent qu'elles n'ont pas besoin de faire appel à une agence de communication, par exemple, parce qu'en interne, elles ont déjà quelqu'un qui s'occupe du service communication. Et la plupart du temps, cette personne peut être un collaborateur qui appartenait à un service différent, qu'on a du coup promu au service communication. Alors, de ton point de vue, toi, expert de ce domaine, pourquoi est-ce que c'est nécessaire pour une entreprise d'avoir un super bon service de communication? Et surtout, qu'est-ce que cela leur apporte réellement? Parce qu'au Gabon, et on l'a déjà entendu à plusieurs reprises, des entreprises qui disent « Ouais, mais nous, on n'a pas besoin de communication. » C'est-à-dire que qu'on communique, qu'on ne communique pas, on va continuer à vendre. Coucou les amis, tu vois un peu de qui je parle. Et du coup, voilà. En quoi est-ce que c'est important? Bon, déjà, le service de communication en interne, c'est important. Après, ça dépend de la taille de l'entreprise. Mais la communication a vocation à être externalisée. Il faut en interne un point focal? Exactement. Il faut un point focal en interne, donc dans l'entreprise. Un ou deux s'il y a un service communication. Mais la communication doit être externalisée. Pourquoi?
Parce que, par exemple, je vais prendre les basiques de la communication. Il faut un studio production. Et là, je parle de production de visuel. Je ne parle pas de production sonore. Il faut donc un studio de production visuelle. Donc, il faut des créas, des infographistes, un directeur artistique, directeur création. Il faut ça. Il faut quelqu'un qui maîtrise qui gère les relations presse. Il faut quelqu'un... Donc, en fait, c'est un pan de l'entreprise qui a vocation à être externalisé. En interne, mettre ça en interne, en fait, c'est coûteux et c'est pas adapté. Mais Nelson, aujourd'hui, la plupart des entreprises que tu vas voir, les patrons ont acheté des énormes appareils photo, énormes, petits, moyens, ça dépend de l'entreprise. Ils ont tous acheté des appareils photo et tout à leur responsable, directeur, chargé de la communication selon. Et puis, ils te disent, bah oui, pour l'image, nous, on n'a pas de problème. Hein. Notre directeur est là, il va prendre les photos. Notre chargé de la communication est là, il va filmer, et ainsi de suite. Mais dans ce cas, on ne doit plus parler de photographe. Sinon, il suffit d'acheter la dernière Canon, machin, et puis on a des photos qu'il faut. Il faut la dernière caméra, et puis on a la vidéo qu'il faut. La photographie, c'est un métier, la production, la vidéo. Il faut le donner à des professionnels. Exactement. Mais du coup, que ce soit une petite entreprise, que ce soit une grosse entreprise, parce que la communication n'est pas un produit. Je veux dire, moi, je suis une entreprise, je produis des crayons. Je vends mes crayons à chaque fois, et puis je fais de l'argent. Donc, c'est ça mon truc. Et puis, tu as la communication qui, à première vue, n'est pas quelque chose, je veux dire, de tangible. Tu vas faire une campagne, mais tu ne vas pas, c'est pas parce que tu as fait un visuel qui touche 800 000 personnes que c'est pas comme si c'était des crayons que tu vendais, tu vois. Donc, quel est du coup l'intérêt pour toute entreprise, hein, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, de faire de la communication? Ok. Bon, ça, je crois que c'est le principal problème qu'il y a au Gabon. Dans notre pays, en fait, il faut faire un distinguo. Il y a deux éléments. Il y a la communication et il y a le marketing. La communication vend l'image. Le marketing vend un produit. On ne fait pas la même chose, en fait. Le communicant, il est là pour vendre une image. Le marketeur, il est là pour vendre un produit. Sauf que on ne vend pas de produit sans image. Donc, je ne sais pas si ce que je dis est clair, mais... Non, c'est clair pour nous. C'est clair pour vous, les auditeurs? Oui, je pense que c'est clair pour eux. Donc, l'image, c'est, pour reprendre l'exemple de tes amis qui ont dit qu'ils n'ont pas besoin de communiquer, ils vont toujours vendre. Ils se trompent. Parce que l'image, c'est ce qui fait que le prospect va venir vers vous. Le marketing, donc le prix, ce sera le deuxième aspect. Parce que, disons, Gina vend des crayons. Il n'y a pas que Gina qui vend des crayons. Il y a 25 personnes qui vendent des crayons. Pourquoi est-ce que les gens vont acheter les crayons chez Gina? On va me dire le prix. OK, Gina vend le crayon à 150. Sauf que les 24 autres vendent des crayons à 150 aussi. Où est la différence? Comment on fait la différence? Comment les acheteurs, les usagers, les utilisateurs, comment les utilisateurs font la différence? L'image. C'est ce que le vendeur ou le communicant? Non, l'entreprise. C'est ce que l'entreprise renvoie qui fait que les usagers les utilisateurs sont plus attirés par telle ou telle marque. Confiance. Voilà, c'est vers cette entreprise qu'il faut aller. D'accord. On a parlé aussi, de visuel tout à l'heure, et je pense que souvent, peut-être à tort ou à raison, on limite la communication à un visuel, à un message audio ou vidéo, ou à un post sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, tu as dit, lorsqu'on voit un visuel dans la rue, tous les éléments qui sont mentionnés dessus ne sont pas hasardeux ou alors ne sont pas hasardeux ou anodins. Alors, quels sont les préalables qui permettent d'arriver à ce résultat final? D'abord, est-ce qu'on doit limiter sa communication à un post, par exemple, sur les réseaux sociaux, à des visuels uniquement ou à des photos? On est en train de parler des photos là. Et puis surtout, quels sont les préalables qui doivent précéder tout ça? Parce que tu as dit, il y avait la stratégie. Mais ça, c'est global, tu vois. Maintenant, de manière, là, on va un peu définir l'entonnoir, de manière beaucoup plus précise. Lorsqu'on a cette stratégie, c'est quoi qui nous emmène à définir que dans cette publicité, pour la salle de bain,
je mettrai ça, je mettrai ça, je mettrai ça. Coucou aux frangins qui ont la publicité des salles de bain. Ok. Tout part de l'ambition du client. Il faut, comme je dis, il faut connaître l'environnement dans lequel le client évolue. Le client lui-même doit connaître l'environnement dans lequel il évolue. Et le client doit dire vers où il veut aller. Il doit d'abord décliner sa vision. Je fais un petit rebond sur la question d'avant. C'était pour dire que le communicant, il doit être externe parce que il y a une expression qui dit avoir la tête dans le guidon. Avoir la tête dans le guidon fait que quand on est dans une situation, on n'a pas un point de vue synoptique. On est comme un cheval, Voilà. on a des œillets comme ça. Exactement. Quand le service communication est externe, ça permet en fait de gérer ce problème de visibilité. Donc, une fois qu'on a déterminé là où le client a déterminé où il voulait aller, quels sont ses objectifs, ses cibles, et comme l'agence de communication doit être objective, d'une part, et trouver les meilleurs moyens les meilleurs canaux pour exprimer tel ou tel message. Donc, on était sur quoi là? Est-ce que les éléments sont anodins ou... Oui, on était sur... certains pensent que la communication se limite souvent à un visuel. Et du coup, on a parlé un peu des éléments tout à l'heure. En parlant de visuel, tu parlais de la stratégie. Mais quels sont du coup les éléments qui, de manière beaucoup plus précise, voilà les préalables qui nous emmèneraient à ça? Des choses que les gens doivent prendre en compte avant de mettre un post sur les réseaux sociaux, avant de publier une photo, et ainsi de suite. Ok, je vais pas me positionner en l'absolu de la communication. Ouais, exactement, mais le visuel, pour revenir au visuel, le visuel qui est affiché au bord de mer répond à une stratégie. Il n'est qu'un élément. Le visuel va avec, je dis des trucs comme ça, le visuel va avec un spot audio de 15 secondes. Le visuel va avec un article d'un quotidien en avec une demi-page. interview. Voilà, une interview. Le visuel va avec un spot vidéo. Le visuel va avec une campagne de lancement et des street marketeurs au bord à la plage du lycée Léon Bas-Dimanche. Le visuel n'est pas à lui seul l'élément qui répond à la problématique. C'est un tout, c'est un univers. C'est-à-dire que le visuel est un élément, le spot qu'on va voir à la télé est un élément, l'interview est un élément. Tout est pensé de telle sorte, c'est comme le petit pousset qui fait un chemin, qui laisse des traces. Tous les éléments... Qui sont utilisés. Pardon, ouais, tous les éléments utilisés concourent à atteindre le même objectif. Donc, c'était pour répondre à ta question de est-ce qu'un post, ça suffit? Si dans la stratégie, c'était un post, sauf que d'une stratégie ne peut pas naître un post. D'accord. Voilà, donc il y a plusieurs éléments, quoi. Et donc, si on comprend que rien n'est hasardeux ni anodin, on comprend alors que tout ce qui est image, quand je parle d'image, cette fois-ci, on est vraiment sur le basique, donc couleur, texte, police, emplacement, et ainsi de suite. Tout ceci a un sens. Si ça a un sens, est-ce que tu peux nous expliquer ce que les entreprises de communication entendent souvent par charte graphique? Parce qu'aujourd'hui, on a des organisations qui n'en ont pas, qui ne savent même pas ce que c'est, qui ne trouvent pas l'intérêt d'en avoir une. Ok. La charte graphique, en fait, c'est l'élément le plus complexe à déterminer pour une entreprise. Mais paradoxalement, c'est le premier élément qu'une entreprise doit avoir. La charte graphique, c'est le départ de tout. Quand on veut faire une campagne de communication pour lancer un produit en mars, le produit qu'on lance en mars 2024 doit répondre à la charte graphique de l'entreprise qui a été créée en 2006. C'est-à-dire que dans la charte, pour créer une identité visuelle, la charte graphique, on doit avoir la vision du chef de l'entreprise. On doit avoir la vision du chef de l'entreprise et la vision n'est pas court-termiste, c'est une vision à long terme. Je crée mon entreprise le 1er janvier 2000 et je dis qu'en 2028, l'entreprise doit être à tel niveau.
Donc, quand on crée la charte graphique, on sait qu'en 2028, on doit être là. Donc, l'élément qu'on lance en mars 2024 faisait partie de la vision quand on a déterminé la charte graphique. Donc, la charte graphique est l'élément de base, c'est l'élément fondamental, c'est l'élément le plus complexe à établir. Une fois qu'on a la charte graphique, pour lancer une campagne, décliner une campagne, un produit, c'est facile. Le problème ici, c'est qu'on est souvent contraint de mettre la charrue avant les bœufs. C'est l'écosystème qui veut ça, c'est le pays qui est comme ça. Sinon, la charte graphique, c'est l'élément essentiel. La typographie, ça répond à quelque chose, à un besoin, à une problématique. La typographie, donc la police, le texte, les couleurs, la colorimétrie, ça répond à un problème, ça répond à un besoin. Le visuel, l'élément qu'on met dedans, si c'est un cercle, un triangle, il y a la symbolique des couleurs, il y a la symbolique des... Si c'est un chat, une panthère. Voilà, un chat, une panthère. Tout a un sens dans la charte graphique. Et la charte graphique, en fait, doit être déclinée de la vision du dirigeant de l'entreprise. Alors, résumons. Lorsqu'on est une entité, que l'on soit une petite entreprise, une grande entreprise, une entité privée, publique et ainsi de suite, il est essentiel d'avoir un bon service de communication en interne qui servirait du coup de point focal pour travailler avec une agence de communication qui, elle, étant en externe, aurait ce point de vue externe qui permettrait de mieux adresser les besoins ou les campagnes de communication suivant la vision que l'entreprise aurait et aussi ses besoins ou ses objectifs, selon qu'on veut vendre plus de crayons ou toucher plus de personnes pour améliorer son image et ainsi de suite. Alors, ma question, est-ce que si on a tout ça, c'est la recette du succès ? Parce que si oui, comment comprendre qu'aujourd'hui encore, il y ait des marques déjà connues, hein? C'est-à-dire que même en dormant comme ça, vous dessinez leur logo et tout. Comment comprendre qu'il y ait des marques déjà très connues, notamment Coca-Cola, je suis obligée de les citer, coucou les gars, qui continuent à faire de la communication quand tu sais que la petite nièce d'Ivanov qui a 3 ans, elle reconnaît très bien cette boisson parmi tant d'autres dans un commerce. Et puis tu vois que de l'autre côté, tu as des entreprises au Gabon qui se disent c'est pas utile pour nous. Donc, c'est un peu contradictoire tout ça. Premièrement, est-ce la recette du succès? Si c'est la recette du succès, pourquoi les grands groupes continuent encore à communiquer et puis les groupes moyens ou grands à l'échelle du Gabon disent que c'est pas utile? Ok, bon, je me vois contraint de faire un peu de publicité. La communication est un secteur dynamique. C'est totalement dynamique. Tu as parlé de Coca-Cola, je vais parler de McDonald's. En 2000, vers 2000, je crois 2010, 2008, 2009, 2010, en Europe, on a parlé d'écologie. L'écologie est devenue un grand pan de la politique, de l'environnement, voilà, des programmes politiques et tout. L'écologie. De la gestion de l'État. Ouais. Et c'est même devenu un sujet d'actualité, en fait, l'écologie. Jusqu'à présent, on en parle encore. McDonald's, je crois que c'est comment on appelle ça, chaîne de fast-food la numéro 1 au monde, en fait, avec le nombre de restaurants. Oui, parce qu'ils ont besoin de viande, donc de vaches. Okay. Et on a besoin de frites, donc de beaucoup de plantations de pommes de terre. On a besoin d'énormément d'huile et ainsi de suite. Donc, ils font tourner beaucoup de fermes agricoles. OK. Donc, McDonald's, le logo de McDonald's est rouge. Et il y a un M en or dedans. Ça, c'est le logo de McDonald's et tout le monde connaît le logo de McDonald's. Sauf qu'en 2009, le logo de McDonald's en Europe a changé de couleur. Le logo est devenu vert. Mais c'est qu'en Europe, hein, parce que aux Émirats Arabes Unis, aux États-Unis, c'est resté rouge. Le logo est devenu vert. Pourquoi McDonald's a besoin de communiquer sur l'écologie, dire qu'ils font de la viande bio ou des frites bio, ou je sais pas. C'est parce que la communication est un secteur dynamique. Une entreprise qui dit on n'a pas besoin de communiquer, je ne juge pas, mais je pense qu'ils se trompent. Et donc, c'est la raison pour laquelle Coca-Cola continue de communiquer, que McDonald's communique et qu'il faut continuer de communiquer. Parce que la communication, comme j'ai dit, elle est dynamique. La communication s'adapte à des situations, la communication s'adapte à des phénomènes de société. La communication doit s'adapter pour montrer que l'entreprise
n'est pas obsolète. Et consciente de voilà, des enjeux, voilà, c'est l'écosystème. Donc, une entreprise, si quelqu'un dit qu'il ne communique pas, on ne va pas dire... Il y a quelqu'un dans une entreprise qui peut dire on n'a pas besoin de communiquer, mais il ne parle pas au nom de l'entreprise. Aucune entreprise n'a pas besoin de communiquer. Donc, la personne qui parle, on va dire qu'il porte la paternité de ses propos. Mais... D'accord. D'accord. Pas... Nous ne le définirons pas. Alors, aujourd'hui, Nelson, le numérique est présent partout. Il n'y a qu'à voir, hein. Je ne connais pas quelqu'un qui passe une journée et puis il ne touche pas à son smartphone, peu importe l'âge que l'on a. Aujourd'hui, ils les ont même de très, 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 très jeunes déjà. Donc, c'est présent partout. Alors, selon toi, qu'est-ce que le numérique est venu changer, / améliorer dans le secteur de la communication? Si bien sûr, c'est venu changer quelque chose ou améliorer quelque chose, selon toi, qu'est-ce que c'est? Ok. Selon moi, le numérique est venu rendre l'outil plus accessible. Je pense que les premiers bénéficiaires de cette évolution, ce sont les entreprises. Parce que c'est des bénéficiaires en termes de coûts. C'est-à-dire que le numérique, ça coûte moins cher à certaines entreprises. Sinon, à la plupart des entreprises. Donc, et ça a rendu la communication plus accessible, c'est-à-dire que ça a permis à certaines entreprises d'être visibles. Donc, ça, c'est le côté, je vais dire, pratique du numérique. C'est que la visibilité, c'est plus simple. Tout le monde, comme tu as dit, tout le monde a un smartphone. Et les smartphones, je regarde les pubs des gars qui font les téléphones aux États-Unis. Là. En fait, quand ils font la pub sur leur téléphone, on est maintenant sur l'appareil photo. Donc, en fait, c'est pour dire aux gens, ouais, vous pouvez tourner des spots, faire des photos, avec vos smartphones. Faire des films. Exact. Donc, le numérique, pour moi, c'est ça. Ça a démocratisé la communication. Maintenant, comme pour toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. D'accord. Alors, sur les interfaces sociales, même avant de parler des interfaces sociales, aujourd'hui, quand on regarde le fonctionnement des entreprises, c'est vrai que tu as dit que le numérique est venu démocratiser le secteur de la communication, mais n'empêche qu'il y a certaines entreprises qui ont dédié ou qui ont concentré leur communication essentiellement sur le numérique, c'est-à-dire les médias traditionnels comme on a l'habitude de les appeler, la radio, la télé, les journaux. On ne veut plus regarder vers ça coûte trop cher et ainsi de suite. Nous, tous nos budgets ne vont que dans le numérique. Est-ce que tu trouves que c'est une décision raisonnable? Écoute, il n'y a pas la réponse absolue. C'est-à-dire qu'en fonction du secteur d'activité, en fonction du positionnement de l'entreprise, en fonction du besoin, en fonction de... C'est un tout. Donc, je ne peux pas me prononcer sur... Il n'y a pas la méthode générique. Chaque client, chaque entreprise a des besoins spécifiques qui s'adaptent. Ça peut être... On peut s'être dit qu'on est sur les médias traditionnels 2 ans et puis genre en 2025, toute l'année, on va se tourner sur le numérique et puis revenir. En fait, ça dépend de la stratégie, de ce qui a été établi, de la vision du chef d'entreprise ou de la structure. Donc, il n'y a pas la bonne méthode, il n'y a pas la meilleure méthode. Tout dépend de la stratégie. Bah, justement, pour rester sur le numérique et parlant toute cette fois-ci des interfaces sociales, les réseaux sociaux, comme tout le monde les appelle, les marques se lancent de plus en plus dans un type de publicité et de communication tendancieuse, parfois osée même. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette tendance? Par exemple, les community managers qui adoptent des stratégies déjà un peu étranges. Je ne citerai pas certaines marques gabonaises que tu vois sur les réseaux sociaux, ou parfois quand tu vois la publication de la marque, tu te demandes si c'est raisonnable ou c'est productif. Est-ce que tu es d'accord avec ce type de stratégie tendancieuse? Je ne suis ni d'accord ni pas d'accord. Parce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure. En fonction du besoin, en fonction de ce qu'on veut faire, il y a un truc qu'on a, les réseaux sociaux, amené le buzz. Pour faire le buzz, il y a des buzz qui sont bons et des buzz qui ne sont pas bons. Mais comme a dit un contemporain, dès lors qu'on parle de toi, on parle de toi, que ce soit en bien ou en mal. Ça dépend des objectifs, tout dépend. Après, tendancieux aussi, ça se discute parce que c'est relatif. D'accord. Tout le monde, voilà, donc c'est... Je suis ni d'accord ni pas d'accord. Je ne sais pas ce qu'on entend par tendancieux. Je ne sais pas à quel moment on a franchi la limite ou pas. Mais tout dépend de la vision, de la stratégie, du besoin et de ce que
l'entreprise veut faire à un moment donné, en fait. D'accord. Alors, toujours dans les réseaux sociaux, on parle beaucoup ces dernières années de ce qu'on appelait le celebrity marketing et plusieurs marques voulant absolument associer leur image à celle de célébrités, sponsorisent, soutiennent, encouragent, boostent, mettent en avant souvent ou désormais des influenceurs dont le contenu, pour la plupart, laisse un peu de doute souvent. C'est-à-dire, on va prendre un influenceur basé uniquement sur la quantité de followers qu'il aura sur Internet sans pour autant regarder à son passif. Des choses qui parfois étaient très importantes lorsqu'il fallait décider du choix d'un ambassadeur avant que les réseaux sociaux n'arrivent, par exemple. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec cette course aux célébrités à tout prix ou vous êtes plus pour « OK, mais faisons attention » Ne me réponds surtout pas. Comme je venais de dire à la question précédente, je ne suis ni d'accord ni contre. Mais c'est exactement ce que j'allais dire parce que, bon, déjà, les entreprises qui font appel aux célébrités, aux influenceurs, il faut savoir, là je parle de ce que je connais, c'est pas, ça représente pas, je ne sais même pas si ça représente 10% du budget communication des entreprises en question. Donc, c'est un moyen infime qui fait partie de la stratégie, qui va se accompagner d'un visuel 4x3, comme j'ai dit, d'un dépliant, d'une interview à la télé, du directeur général, du directeur, je sais pas. Ce sont des supports, en fait. Donc, utiliser une célébrité ou l'influenceur, ça devrait rentrer dans une stratégie. Donc, ce n'est ni bien ni mauvais dès lors que ça apparaît clairement dans une stratégie. Dès lors que c'est utilisé pour répondre à un besoin. Pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Voilà, et répondre à un besoin. Voilà. D'accord, ok. Alors, la dernière question, Nelson. De ton point de vue de responsable d'agence de communication et basé sur l'expérience que tu as de la communication au Gabon, tu nous as dit que tu es rentré en 2013. Oui, ça fait 10 ans. Voilà. Alors aujourd'hui, est-ce que tu penses que nous prenons la communication au sérieux ? C'est-à-dire que l'on soit une entité étatique, que l'on soit une entreprise privée, que l'on soit une petite entreprise, ou même quand je dis une petite entreprise, quelqu'un qui vend ses fringues ou ses crêpes sur Internet. Est-ce que tu penses que la communication est prise au sérieux et surtout comprise à sa juste valeur ? Ok, là, je vais essayer de répondre avec mon avis personnel. Je pense que non. La communication n'est pas prise au sérieux, mais j'ai des éléments de réponse parce que, comme j'ai dit, je suis un peu un gars du terrain. Je pense que c'est pas pris au sérieux pour des raisons de budget. C'est le premier frein en ayant un peu sillonné le pays et les institutions, les entreprises. Ce sont des problèmes de budget. Le budget fait que, par exemple, la PME, ils n'ont pas prévu 300 ou 500 000 pour faire une stratégie de communication. Il s'est dit, je veux vendre mes crayons. Il faut que je sache comment on fait le crayon. Il faut que je trouve le bon fournisseur pour avoir le bon prix et savoir où je vais vendre mon crayon. Donc, c'est beaucoup un problème de budget. Et après, c'est l'écosystème qui fait ça. Tout le monde, c'est le budget. Mais on a des organisations étatiques. Oui, il y a des... Ça, le budget, ça c'est pour... Comment on conçoit que dans le budget de fonctionnement d'une entité, il n'y ait pas de budget de communication C'est l'écosystème. D'accord. C'est le pays qui est comme ça. C'est que les gens n'ont pas... les gens n'ont pas encore pris la mesure de la communication. Malheureusement ou heureusement, ce sont les réseaux sociaux qui sont en train d'ouvrir les yeux aux gens sur l'importance de communiquer. Malheureusement, ce sont les réseaux sociaux qui font que les hommes politiques, par exemple, les députés, machin, donc les hommes politiques font des lives, postent sur Facebook, et puis ils ont des retours et ils se disent, en fait, c'est un... Voilà, donc au Gabon, on n'a pas encore pris la juste mesure de l'importance de la communication. Je pense que tout le monde connaît Barack Obama. Mais si tu demandes à quelqu'un s'il connaît David Axelrod, il va te dire non. David Axelrod, c'est l'homme derrière Barack Obama. Ok.
quand Barack Obama fait un discours à la Maison-Blanche, il dit au début de son discours, Axelrod m'a dit de dire. Donc, en fait, ça, c'est pour expliquer que la communication est tellement importante, mais n'est pas... Le but du communicant, ce n'est pas d'être mis en avant. L'objectif du communicant, c'est que son client atteigne son objectif. Lui, il sait qu'il a une mission, mais l'objectif du communicant, c'est que le client atteigne son objectif. Quand, par exemple, ici, on dit que les institutions n'ont pas de budget communication, c'est parce que... Mais écoutez, on est au Gabon, quoi. C'est-à-dire... on prend pas ça au sérieux. Il y a des... Je suis rentré dans des entreprises, il n'y a pas de communication et le marketing. Où la personne qu'on a mise directeur de la communication, c'est un gars qui a fait du marketing. Oui. Non, c'est pas la même chose. Mais ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il faut régler ça à la base. On ne peut pas régler ça aujourd'hui. Il y a très peu, je pense, sans m'avancer, qu'il y a très peu de responsables ou directeurs communication qui ont fait de la communication à l'école. Mais ça, le résultat, forcément, c'est celui qu'on a... Ça se voit sur le terrain. Ouais, ben c'est le résultat qu'on a, voilà. Ça se voit sur le terrain. C'est des marketeurs, des fois, c'est même des juristes. Voilà, quoi. Donc, la communication, c'est important. Demandez à Barack Obama, il vous dira que la communication, c'est important. Mais justement, en tant que responsable d'une agence de communication, mon objectif, c'est de faire comprendre aux gens, aux prospects, aux clients, aux institutions, que la communication, c'est important. Mais ce n'est pas de leur dire la communication, c'est important. Il faut leur démontrer que la communication est importante. Comme on dit, je crois que c'est dans la Bible, mon peuple périt faute de connaissances. Ouais, quand on ne sait pas, on ne sait pas, quoi. Et donc, ce n'est pas la faute de ceux qui ne savent pas. Donc, notre mission, c'est de faire connaître, de faire savoir aux gens l'importance de la communication, de pourquoi communiquer, de pourquoi bien communiquer, de comment utiliser un buzz. Dans la communication, dans mes études, il y a un pan de la communication qui était très important. C'est la communication de crise. Ça, ici, normalement, on devait avoir ça tous les 2 mois. La communication de crise... Normalement. Mais comment on réagit à un bad buzz, comment on réagit à... Exactement. Une situation un peu chaude, et ainsi de suite. Par exemple, Esther Miracle, le navire qui a fait naufrage. Il faut une communication de crise pour pouvoir expliquer aux gens comment. Mais quand dans une institution on dit on n'a pas besoin de communication, faut pas s'en prendre à l'institution, mais il faut s'en prendre à la personne, parce que c'est la personne qui sait pas pourquoi en fait elle est là, si c'est le responsable ou le directeur de la communication. D'accord. Ça marche. Je pense que c'est un peu l'objectif que nous, on poursuit aussi avec le podcast. Apporter le bon message aux auditeurs, faire en sorte qu'ils comprennent mieux les situations qu'ils observent au quotidien, faire en sorte qu'ils analysent mieux les contenus qu'ils voient, avec lesquels ils interagissent au quotidien, et surtout essayer de lutter du mieux que l'on peut contre les mauvaises informations, les fake news. Et puis surtout, vous savez, il y a tellement de personnes qui vendent le faux, ou du moins qui proposent du faux ou qui véhiculent le faux, qu'à certains moments, je pense que c'est important de faire parler le vrai. C'est pour ça qu'on fait intervenir énormément de professionnels dans le podcast, chacun spécialiste de son domaine, afin qu'ils viennent expliquer et que, comme dit l'adage, c'est l'adage, ça ne veut pas dire qu'on est bête, c'est l'adage. Comme dit l'adage, on s'endort tous un peu moins bêtes le soir. Donc voilà, merci beaucoup Nelson pour ta contribution. Je pense que les gens y verront un peu mieux, parce qu'en tant que communicatrice et communicante, on vit un peu tous les mêmes réalités au quotidien quand on est sur le terrain. Je mets ça en griffe entre l'entreprise qui considère qu'elle n'a pas besoin de communiquer, ou la personne qui te fait la demande de communication mais qui ne comprend pas forcément ce qu'elle voudrait ou où est-ce qu'il devrait aller, et ainsi de suite. C'est très très compliqué, d'où l'intérêt de souvent faire appel à des agences. Et parfois, les agences ne sont pas uniquement, des grosses agences de communication
et tout. Parfois, des petites agences aussi peuvent vous produire un résultat très intéressant, notamment les tiennes, notamment la tienne, et je ne citerai pas le nombre de clients et l'identité des clients avec lesquels tu as déjà travaillé et qui ont fait confiance à ton expertise, raison pour laquelle je t'ai appelé sur cet épisode. Donc, merci beaucoup à Koma qui travaille pour Upgrade by Index Solutions. Et c'est l'occasion aussi de dire merci à Ivanov qui travaille très dur pour faire en sorte que ce podcast soit en écoute sur Urban FM tous les jours de la semaine à 18h et surtout disponible sur toutes les plateformes numériques. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et puis, aux questions d'auditeurs, de savoir où ils pouvaient envoyer des remarques, des propositions et ainsi de suite concernant le podcast, il vous reste la page Facebook d'Urban FM, Urban FM 104.5, la station urbaine. Merci à tous, on vous embrasse très fort et à la semaine prochaine avec un autre invité.